Oui, je m'appelle Marie-André Croteau. Je suis directrice à l'innovation pédagogique au Collège Bourget à Rigaud. C'est en Montérégie. Et je ne suis pas du tout une experte en neurosciences, en neuroéducation. Par contre, j'aime à croire que je peux en tirer profit et j'espère que je vais pouvoir aller chercher un petit peu votre attention, votre curiosité pour que vous tentiez d'en tirer profit aussi. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Alors, on le sait, l'innovation, ça doit devenir le moteur de notre quotidien scolaire, qui semble stagner depuis un siècle. C'est d'ailleurs une des prémices qu'aborde Schleicher dans son ouvrage publié en 2019. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Quelle école pour demain? Ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est sur ces bases-là que, dans le cadre de mon rapport final de maîtrise et en réflexion pour des études de troisième cycle, que j'ai exploré de la littérature qui traite de neurosciences cognitives. Il y a plein d'ouvrages qui sont gorgés de résultats de recherche dont on ne parle pas souvent et qui m'ont inspiré des outils afin de contribuer à faire en sorte que les enseignants de mon milieu exploitent ces résultats-là dans les activités innovantes qu'ils conçoivent et qu'ils pilotent. Alors, aujourd'hui, je vous propose un survol des 7 principes neuroéducatifs que Steve Masson nous présente dans le livre qui est paru cette année, Activer ses neurones. Et je vais aussi appuyer tout ça sur les recherches internationales là, en matière de réussite scolaire de Schleicher et également sur des constats des neurosciences cognitives de Collins. Donc, il y a plein d'autres choses aussi, là, mais vous allez voir, 30 minutes, ça passe vite. Donc, je vais entrevoir quelques pistes. Ça va être un survol des fois, mais j'espère que ça va vous inspirer pour aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, puis peut-être me contacter si ça vous tente, parce que je risque d'avoir besoin de vous l'an prochain. Alors, apprendre mieux en faisant mieux et non plus. C'est une petite variante, genre, que de ton expression. C'est ce que défendent les 7 principes neuroéducatifs de Masson. Et il ne s'agit pas d'ajouter des étapes à l'apprentissage ou à notre préparation en tant qu'enseignant, mais bien de les ajuster pour les optimiser, pour faire en sorte que l'apprentissage soit optimisé. Alors, je vous propose de démarrer avec le point de départ. Ce sur quoi se basent les neurosciences, c'est la plasticité du cerveau. Donc, on sait maintenant que le cerveau a la capacité de modifier ses connexions neuronales et on a un pouvoir d'action sur elles. Et quand je dis on, je veux dire nous, c'est de l'enfance jusqu'à 7 à 77 ans, comme on dit souvent. Donc, c'est possible d'avoir une influence sur la qualité de l'apprentissage qui résulte des connexions de ces neurones-là. Alors, c'est autour de ce principe-là, de ce concept-là, que tournent les 7 principes. Alors, je commence par le premier, qui est l'activation des neurones liés à l'apprentissage visé. Je vais m'attarder un petit peu sur celui-là. Alors, on sait maintenant que pour apprendre, il faut modifier les connexions neuronales. Les connexions neuronales, grâce à la neuroplasticité. Et pour les modifier, ces connexions-là, il faut d'abord les activer. Il faut activer des connexions. Plus spécifiquement, on veut activer les bons neurones. Et si on a à en activer plusieurs en même temps, il faut activer les bons neurones en même temps. Tout ça pour permettre une amélioration des connaissances. Mais comment on active ces bons neurones-là? Alors, il y a une belle réponse ici qu'on répète et dont on a parlé beaucoup aussi avec Jacques tantôt, puis dont on parle partout. Il faut favoriser une pédagogie active. Donc, pour favoriser l'activation des neurones, il faut s'assurer que l'élève soit actif dans ses apprentissages. Il faut donc que l'enseignant favorise des sujets qui vont attirer l'attention, qui vont maintenir l'attention des élèves. Il va falloir qu'il privilégie des activités au cours desquelles les élèves ont quelque chose à produire. Et il doit s'assurer, l'enseignant toujours, que l'élève maîtrise les connaissances préalables afin de bien asseoir les nouveaux apprentissages. La construction des nouveaux savoirs, il faut qu'elle s'emboîte avec les autres qui soient déjà ancrés. Donc, on maintient un climat aussi où les élèves se sentent à l'aise et ont le temps
de poser des questions et de recevoir une réponse et une rétroaction constructive. On va revenir sur la rétroaction, mais finalement, peut-être que je ne m'étirerai pas tant puisque justement, l'équipe de Jacques et Maxime en ont parlé quand même beaucoup. Bon, c'est une mise en bouche, comme on disait. Je vous présente ici un survol de ce que devrait contenir une situation d'apprentissage. Je vous présente ici une adaptation du conte d'apprentissage de Dale. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans des conférences précédentes. Mais si on regarde ici, vous voyez comment on passe dans le bas d'un apprentissage passif avec les niveaux d'engagement et les compétences développées jusqu'à un apprentissage actif. Donc, on veut privilégier des activités qui demandent à l'élève d'analyser, de conceptualiser, de créer ou d'évaluer des objets, des situations, des faits. On veut lui demander des livrables qui vont lui permettre de dire et écrire, de dire et faire ou de faire quelque chose qui va lui permettre de démontrer sa compréhension du concept ou la compétence qu'il a développée. À travers les activités qu'on propose aux élèves, on souhaite qu'ils arrivent à trouver leur propre réponse pour développer leur sens critique, leur discrimination face aux informations qui sont nombreuses. On veut qu'ils mettent en place des stratégies de métacognition parce que ce n'est pas tout de donner une rétroaction, comme on le disait tantôt, il faut aussi qu'ils sachent quoi en faire. Et ça s'enseigne. C'est comme ça qu'on devient des bons apprenants dans un monde où on doit apprendre continuellement. De la même façon, on veut les placer en situation de résolution de problèmes réels et concrets. Donc là, on va aller chercher leur intérêt, leur motivation. Et bien sûr, stimuler la collaboration et l'engagement. Il y a une précaution qui est importante à préciser ici, et j'en ai glissé un petit mot tantôt, c'est que les neurones qui sont activés ensemble, donc au même moment, vont avoir tendance à se réactiver ensemble les prochaines fois, à se lier pour former un réseau. Donc, on veut s'assurer de créer les bonnes liaisons pour éviter les mauvaises également. Alors, je vous donne un petit truc duquel on ne parle pas souvent, et je suis le parfait contre-exemple à l'époque où j'ai commencé à enseigner. L'affichage en classe. Est-ce que ça ressemble à ça dans votre classe ou c'est plus épuré? Parce que si on a plein d'affichages, même s'ils sont très éducatifs dans la classe, l'élève pourrait, par mégarde, activer ensemble des neurones qui ne doivent pas être activés ensemble. On peut créer des mauvais réseaux, même si c'est super éducatif ce qu'il y a d'affiché. Et là, on arrive avec un problème qui va se répéter, répéter, répéter. De la même façon, pour les mélomanes, j'étais de celle-là où je diffusais de la musique en classe au début ou pendant les exercices ou quand je travaillais seule, je mettais de la musique dans mes oreilles. Mais sachez que ça peut nuire à l'apprentissage parce que, encore une fois, c'est une distraction, mais c'est aussi, ça peut connecter ensemble les neurones qui ne devraient pas l'être. Par contre, la musique, si elle est instrumentale et sans variation, peut être un excellent outil pour couvrir les bruits de fond qui, eux, pourraient provoquer l'inattention. Alors, petit truc par la bande. Tout au long de la présentation, là, je vais vous proposer des outils comme ceux-là avec des liens. J'ai partagé ma présentation en format PDF où vous pourrez aller cliquer sur ces liens-là. Et j'ai aussi tweeté là, le lien vers ma présentation. Donc, au besoin, vous pourrez aller voir. Pour vous inspirer pour des formules de pédagogie active, il y a un outil que j'adore qui est sorti il y a à peu près un an, les vignettes de pédagogie active de la Polytechnique. Vous avez le lien ici, c'est vraiment bien fait. C'est des idées concrètes de quoi faire dans votre classe en pédagogie active. Également, un article très intéressant, les 5 clés de la pédagogie active de l'école branchée que je vous invite à aller voir, qui fait référence à des ateliers qui ont été donnés là, tout dernièrement. Le deuxième principe de Masson, c'est l'activation répétée des neurones. Celui-là, je vais le sauter volontairement parce que je vais manquer de temps pour voir tout ce que j'ai à voir, mais simplement vous dire dans les grandes lignes ce que c'est. C'est que déjà, on sait que activer les neurones, ça permet déjà d'amorcer un apprentissage, mais pour s'assurer que cet apprentissage-là soit solide et durable,
les connexions doivent être renforcées par l'activation à plusieurs reprises. Donc, on va comme ça consolider et ça va faire en sorte qu'au fil du temps, le cerveau va avoir besoin de moins d'énergie. Ça va provoquer une moins grande charge cognitive et donc l'oubli va devenir moins fréquent également. Je saute tout de suite au troisième principe. Je suis toujours sur les 7 principes neuroéducatifs de Masson. Alors, il s'agit de la récupération en mémoire. Celui-là me semble très intéressant et a sonné une cloche particulière puisque je suis dans une école où environ 25% des élèves sont sous plan d'intervention. C'est ce principe-là qui a le plus grand effet auprès des élèves à besoins particuliers. Alors, la récupération en mémoire requiert de l'apprenant qu'il active des neurones reliés à un apprentissage passé. Et c'est plusieurs fois plus efficace qu'une période d'études, même si souvent l'apprenant a la perception contraire. Puis vous allez voir là en quoi ça peut être bien utile. Plus le principe est pratiqué, moins grand est l'écart de performance d'un élève à l'autre. Donc, au départ, oui, les élèves à besoins particuliers ont un petit peu plus de difficultés, mais plus on le fait, plus ils deviennent égaux et aussi performants que des élèves, on va dire, réguliers ou performants. Comment faciliter la récupération en mémoire en classe? Là, je vais dire quelque chose qu'il y a quelques années et même quelques mois, je n'aurais pas voulu dire, mais oui, faire fréquemment des tests. OK, attention, on ne parle pas d'examen. Je ne parle pas d'examen, je fais de petits tests qui peuvent prendre des formes différentes. Ça peut être juste poser des questions en classe, mais des tests quasi formatifs. Il faut que ce soit des tests qui ont une part non négligeable, une part, c'est-à-dire négligeable dans la valeur d'un résultat au bulletin, par exemple. Alors, ces tests-là constituent un excellent moyen de récupérer en mémoire des connaissances. Ça peut être au début d'une période, à la fin, peu importe. Mais ce qui va être important pour que ces tests-là soient vraiment utiles d'un point de vue neuroscientifique, ça va être d'arriver à équilibrer leur contenu. Donc, de traiter différents aspects des apprentissages qu'on a faits, de varier leur forme, on va regarder des exemples après, et de les accoler à une rétroaction rapide et efficace. Ces courts tests-là, comme on dit, devraient avoir peu d'impact sur les résultats parce que ce qu'on souhaite, c'est augmenter la motivation des élèves parce qu'ils réussissent, ils vivent des petites réussites, augmenter leur confiance en eux, puis diminuer le stress. Parce que quand on l'a vécu quelques fois, qu'on a vu différents types de questions, bien, on est moins stressé, semble-t-il, face à un examen plus formel. Il ne devrait jamais y avoir dans ces tests-là des questions pièges où l'erreur est facile. Parce qu'encore une fois, on veut que l'élève réussisse. On ne veut pas non plus des situations dont la compréhension est trop longue ou complexe. On l'a dit, il faut que ce soit rapide. Donc, concis, une faible portée sur le bulletin, des questions au format variable, des aspects différents des apprentissages qui soient touchés, des questions dont les réponses sont accessibles et être suivies ou contenir une rétroaction rapide. Et là, je vous ai mis 2 considérations à ne pas oublier. Il est important de laisser du temps pour récupérer en mémoire. On le sait tous, quand on revient sur quelque chose, on se fait poser une question sur un apprentissage qui vient d'être fait, ça peut prendre du temps à s'en souvenir. Et ce temps-là, il est important. Il laisse une trace dans le cerveau, donc il faut laisser un moment de réflexion à l'étudiant avant d'amener des indices. De la même façon, pour que ce temps-là soit bénéfique, il faut autant que possible diminuer les distractions. Après un certain délai de temps d'attente, si on voit qu'il y a des signes d'abandon qui apparaissent, là, on va donner des indices aux élèves. Puis en pédagogue qu'on est, bien sûr, ces indices-là, souvent, ça va être des questions pour l'orienter graduellement, puis on va donner des indices de plus en plus précis et concrets. Ça va toujours? Quelle forme peuvent prendre ces tests-là? J'ai envie de vous parler du principe de triangulation Cooper. Merci, Jérôme. Donc, on peut faire varier les tests en allant chercher des modes différents de démonstration des apprentissages. Donc, le faire, le dire et l'écrire. On va regarder ça.
En passant, ce que je dis n'est pas en entier dans la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas après coup parce que vous allez voir que j'en nomme beaucoup plus que ce qui est présenté. Alors, la forme la plus répandue, écrire. Je vous donne des idées en vrac. On peut parler d'un test de mots croisés, un anagramme, un texte troué, nourrir un fil Twitter, rédiger une métaphore, écrire des cartes postales, contribuer à un forum, rédiger un essai. On s'entend que c'est pas petit, mais ça peut être une petite version. Une prise de position, donner un argument en faveur de, un poème, un récit, un article et bien d'autres. Et là, vous avez vu que, bien sûr, on ne parle pas juste des cours de langue. Parce que oui, ça se fait d'écrire un slam dans un cours de sciences, fait vécu. Deuxième forme, le dire. Alors, on connaît bien le fait de poser une question à l'oral, c'est super. Mais voici des petites variantes qui pourraient être intéressantes, toujours dans l'esprit d'une pédagogie active. On pourrait imiter un jeu télévisé. On pourrait créer une balado, faire un vox pop rapide à travers la classe, amener les élèves à participer à une tempête d'idées, faire un lexique, un mini-débat, une mini-scénette, une entrevue entre élèves, par exemple. Tout ça pour exiger des descriptions, des formulations d'explications ou faire des liens, par exemple. Troisième type de démonstration d'apprentissage, le faire. Elle est large, c'est celle que je préfère. Et faire des petits tests rapides, ça peut passer par faire un graphique, donner l'allure générale, un diagramme, un casse-tête, un dessin, une petite expérimentation scientifique, une portion de portfolio, une affiche. Oui, je vais pouvoir partager ma liste d'exemples. La programmation, conception de modèles réduits ou de modèles dessinés, produire une vidéo, participer à un jeu de rôle, enseigner à d'autres personnes, catégoriser de l'information, dessiner une BD, créer un jeu, concevoir un mème, ça c'est vraiment chouette, créer une infographie, un réseau de concepts. Bref, vous avez compris le principe, c'est très vaste. Des outils numériques peuvent nous faciliter la tâche dans la conception de ces tests-là. Vous en avez quelques-uns ici pour faire des quiz. On connaît tous Kahoot. Ça fait longtemps, mais c'est chouette, même si ça fait beaucoup de bruit. Des cartes d'études, des graphiques, des dessins, des casse-têtes. Learning Apps, ça réunit tellement de beaux outils pour faire tout ça. Des casse-têtes, des affiches. Vous avez là plein de suggestions, puis on s'entend, j'ai essayé d'en mettre un peu partout, mais c'est infini, comme disait Jacques. Vous allez être certainement habile à trouver tous ces outils-là en googlant rapidement. Récupération en mémoire, ça peut aussi avoir une autre application dans les méthodes d'études cette fois-là. Alors, des bonnes stratégies d'études, ce serait de répondre à des questions, les siennes, celles d'un proche, celles d'un enseignant. Donc, contrairement effectivement à la relecture ou la retranscription de notes, les cartes d'études, par exemple, ou les enregistrements préalables de questions obligent une récupération en mémoire et c'est hautement bénéfique pour la consolidation des réseaux neuronaux. Donc, on le faisait quand on était jeune. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'enregistrais sur les cassettes dans le temps. Puis je me posais des questions, puis je faisais pause, je répondais, etc., etc. Je les refouillais dans mon cahier au besoin. Alors, c'est quand même assez simple, mais très, très bénéfique. On peut faire des quiz déjà préparés. Puis, je vous ai donné un lien. Là. Moi, mes cartes d'études préférées, je les fais avec Brainscape pour information, mais je vous ai donné quand même d'autres options. On est rendu au quatrième principe, qui est l'élaboration d'explications. Je jette un petit coup d'œil à l'heure. C'est bon. Élaboration d'explications. Alors, de nombreuses études encore démontrent que élaborer des explications, ça conduit à des apprentissages plus solides. Et là, vous allez voir que ça implique la récupération en mémoire, l'activation des neurones et l'activation répétée également. Donc, ça permet d'établir des liens vraiment importants entre des nouveaux apprentissages et des anciens, ce qui crée de beaux réseaux de neurones. On a déjà dit que les méthodes actives sont bénéfiques. L'élaboration d'explications l'est 3 à 4 fois plus, puisqu'elle nécessite de faire des inférences. Alors,
encore une fois, pour amener l'élève à élaborer des explications, il faut que l'enseignant pose des questions. Mais la grande différence entre la récupération en mémoire et l'élaboration d'explications, ça réside dans le type de questions employées. Alors, on va être moins sur les connaissances rapides ou les habiletés rapides. On va être plus sur des questions qui vont amener à établir des liens. Donc, on va vouloir introduire dans nos questions le pourquoi. Au départ, ça va peut-être être pourquoi ceci est vrai et cela ne l'est pas. Pourquoi faut-il placer une virgule ici et pas là? Puis après, on va élargir un petit peu en parlant peut-être du comment. Comment peut-on diminuer la concentration de sucre dans ce bonbon-là, par exemple? Il va falloir faire attention parce que avant d'arriver à une élaboration d'explication, pour que ce soit efficace, il faut s'assurer que l'élève ait un bagage de connaissances antérieures. Donc, on ne fera pas ça dans le début d'un apprentissage. On va s'assurer d'avoir vu un petit bout ou d'avoir fait un rappel sur ce qui a été vu dans les semaines précédentes ou peut-être les années précédentes également. Oui, Cynthia, la présentation, je l'ai partagée dans le chat au début. Je pourrais la remettre tout à l'heure également, puis elle est également, je l'ai déposée sur mon fil Twitter. Il est aussi à considérer que l'utilisation des fausses préconceptions ou de connaissances erronées dans l'élaboration d'une explication puisse nuire à l'apprentissage parce que ça pourrait amener l'élève à créer des mauvais liens neuronaux. Donc, ça va être important de l'accompagner rapidement puis d'offrir une rétroaction rapide sur cette explication-là. Ah, merci pour le partage, Nathalie. Encore une fois, l'auto-explication peut être aussi une bonne méthode d'étude, mais ce n'est pas naturel. Ça ne vient pas naturellement, le fait d'auto-expliquer les choses. Donc, ça peut être bon pour l'enseignant de provoquer cet exercice-là et de l'enseigner explicitement, d'enseigner aux élèves comment faire. Un premier moyen concret de l'appliquer, c'est de prévoir des moments d'arrêt dédiés à l'auto-explication. Donc, pendant que les élèves travaillent, à un moment donné, on peut dire, OK, on arrête tout le monde, vous prenez quelques minutes et vous vous auto-expliquez quelque chose. Ça peut être provoqué par justement un enseignant qui arrête la classe. Ça peut être provoqué par un symbole qui soit inséré dans un texte. Par exemple, ça veut dire pause, explication, un son qui soit inséré dans une écoute ou une image dans un visionnement, dans une vidéo. Un chronomètre qui retentit là, à un intervalle régulier, par exemple. Et c'est intéressant d'intégrer une routine d'auto-explication dans les tâches à effectuer pour amener cette habitude-là aux élèves. Par exemple, on pourrait, dans la lecture d'un roman, demander à l'élève de résumer à la fin de chaque chapitre l'émotion principale vécue par le protagoniste, le lieu ou l'époque où ça se situe, etc., etc. L'élève, ensuite, à force de cette routine-là, va être invité à l'appliquer de façon autonome, puis il va devenir plus à l'aise avec ça également. Concevoir une carte conceptuelle, c'est une forme d'auto-explication, puisque cette carte-là met en relation des concepts. Donc, on bâtit un réseau qui contient des concepts clés et une brève description du lien qui les unit les uns aux autres. C'est une élaboration d'explication. On pourrait aussi demander à l'élève de le verbaliser, son réseau de concepts. Des petits outils pour tout ça, pour nous faciliter la tâche dans la conception de vidéos interactives, par exemple, où il y a une pause, une question qui arrive, un temps d'arrêt, des outils pour les cartes d'études, des réseaux de concepts. Je vous en ai mis quelques-uns ici que vous pourrez cliquer, comme je vous disais, là, en allant directement sur le lien vers ma présentation. Ah oui, je vous ai mis un lien vers un dossier sur la création de vidéos interactives du Carrefour Éducation. C'est bien fait, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. 5e principe, l'espacement de l'activation des neurones. Hey, je peux-tu faire une parenthèse? Je lisais le livre, puis j'avais plein d'autres livres à côté, là, puis à chaque fois, je me disais, ah, ça, il faut que je l'inclue dans mon travail. Ah, ça, il faut que je l'inclue dans mon rapport. À chaque fois, là, je voyais des tonnes d'idées, puis là, c'est vraiment un survol, puis j'essaie d'aller vite, là, mais honnêtement, prenez le temps d'aller voir ce qu'il y a dans ce livre-là, prenez le temps d'aller vous informer, c'est tellement riche les idées qui nous viennent quand on regarde tout ça.
je reviens à ma présentation. Ah, merci Sylvain. Alors, si l'activation et la réactivation des neurones facilitent l'apprentissage, l'espacement entre les activations, c'est tout aussi important pour maintenir une saine activité cérébrale. On n'en a pas parlé, il y a un des principes qu'on a sauté, là, mais là-dedans, on parlait beaucoup du fait que si on répète trop souvent, si on a des trop longues activations, bien, ça va faire l'erreur de baisser l'activité cérébrale. Alors voilà que la pause volontaire, quand elle s'étend sur une journée ou plusieurs jours, va favoriser le fait de rendurcir l'apprentissage. On l'a souvent entendu, le sommeil est un moment où l'activité neuronale est forte. Alors, elle favorise la consolidation des connexions qui ont eu lieu pendant la journée. Ça nous aide à retenir tous ces apprentissages-là. Comment l'appliquer en classe? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est préférable d'étaler une activité d'apprentissage sur plusieurs périodes plutôt que de les regrouper en une seule période. Ça veut dire qu'on pourrait investir 20 à 30 minutes sur 2-3 périodes ou plus, plutôt que de tout voir dans une même période de 60 minutes. Il faut sectionner et espacer les activités reliées à un apprentissage. Oui, ça va nous obliger à faire des activités qui touchent des sujets différents. Donc, il faut les prévoir. De la même façon, il est préférable d'entrelacer les types d'exercices ou d'activités soumises. Donc, si par exemple, on a une série d'exercices en maths, on ne va pas faire tous des exercices sur le même sujet, puis ensuite tous des exercices sur un autre. On va les alterner, puis on va aussi changer le type d'exercice. Autant que possible, on sait que les livres qu'on utilise des fois ne sont pas faits comme ça, mais si on est capable. Oui, je sais, à court terme, on peut avoir l'impression que regrouper les connaissances dans une même période, ça facilite l'apprentissage. C'est vrai que si vous voyez toute une période et que le lendemain, vous posez des questions, ça a l'air plus frais à la mémoire, ça a l'air plus efficace. Mais il y a plein d'études qui démontrent qu'à moyen ou long terme, ça va être beaucoup plus accessible et ancré dans notre mémoire à long terme si on sépare et qu'on étale sur plusieurs rencontres. Donc, impliquer des pauses, de l'espacement. L'impression de facilité n'est pas représentative de la force des connexions neuronales qui facilitent l'accomplissement des tâches. Comment on applique ça dans les devoirs? J'en ai parlé un petit peu tantôt. Entrelacer les types d'exercices, segmenter les concepts aussi, donc changer le type de questions, changer les sujets dans les séries d'exercices qu'on va proposer aux élèves. Dans les périodes d'études également, l'espacement va être important. Donc, autant que possible, on devrait accompagner nos élèves dans l'établissement de leur horaire de travail pour faire en sorte que le moment où ils complètent un devoir, où ils étudient, ne soit pas le même jour que le cours. Je sais, ce n'est pas toujours facile, ça dépend des horaires, mais si on est capable, on devrait accompagner nos élèves là-dedans pour espacer le jour du cours et le jour du devoir, par exemple, le jour de l'étude. Et augmenter la durée de l'espacement va devenir important pour rendre la récupération en mémoire plus efficace et renforcer les connexions cérébrales. Donc, on va espacer par des petits moments au début, puis après, on va essayer d'espacer sur des périodes de plus en plus longues. Et là, je vais m'avancer sur un concept qui est un petit peu glissant, mais ça vaut la peine puisque la fin d'année approche. Vous savez que les élèves là, commencent le blitz, démarrent pour certains la revision et tout ça. L'espacement idéal dans les périodes d'études en vue d'un gros examen pour une rétention maximale devrait se situer entre 20 et 40 de la période entre laquelle on commence et le moment où l'examen va avoir lieu. Par exemple, si je veux préparer un examen qui a lieu dans un mois, donc à peu près 30 jours, je vais prévoir des espacements d'une durée progressive entre 6 et 12 jours. Donc, je vais étudier jour 1.
Après ça, mettons jour 6. Je vais étaler un petit peu plus, jour 15, puis finalement jour 27. Et là, je vais revenir sur un truc qu'un de mes profs de géo m'avait déjà dit jadis. Tu ne dois pas étudier la veille d'un examen. Tu dois aérer tes neurones. D'où jour 27 par rapport au jour 30 de l'examen. 6e principe de Masson, la maximisation de la rétroaction. Là, j'ai envie de m'étendre un petit peu moins parce que justement, l'équipe de Maxime et Jacques en ont parlé beaucoup. On en parle aussi beaucoup un peu partout en éducation, mais quand même, on sait que cette rétroaction-là, elle est essentielle et qu'elle permet de confirmer ou non l'élève sur le bon chemin dans la réalisation de sa tâche. Ça permet à l'élève d'avoir le contrôle et l'engagement dans ses apprentissages parce que ça le ramène, on parlait d'itération tantôt, ça va le ramener à poser des gestes. Alors, important d'offrir rapidement de la rétroaction pour que les mécanismes cérébraux de correction d'erreurs entrent en compte. Donc, on ne répète pas des actions qui ne sont pas bonnes, on ne répète pas des connaissances qui ne sont pas bonnes pour éviter des fausses connexions. Puis également, pour améliorer le pouvoir d'anticipation du cerveau. Donc, à force de rétroagir sur une même notion, bien, on va être de plus en plus habile à anticiper. Et à ce moment-là, ça fait diminuer les dépenses énergétiques du cerveau. Et oui, lui aussi veut faire le moins d'efforts possible. Donc, on le sait, contenu d'une bonne rétroaction, d'abord une indication de ce qui est bon dans la trace de l'élève. On souligne une réussite, on agit sur le renforcement positif. Et ça va augmenter la dopamine produite chez l'élève et augmenter sa motivation. Le niveau de difficulté des activités d'apprentissage doit d'abord être suffisamment facile pour que l'apprenant puisse vivre des réussites. Là, on va vraiment sur la production de dopamine. Petit à petit, on va augmenter la complexité. Ensuite, on veut indiquer à l'élève où il se situe par rapport aux attentes, donc en mots et non en chiffres. Et là, je reprends une citation d'une de mes super profs. La note gâche la réflexion. Vous savez, quand on revient sur un exercice, une activité, puis qu'on jase, comment vous avez compris ça, à partir du moment où l'élève a une note sur sa copie, c'est rare qu'il écoute encore. Merci. J'accélère. Finalement, on veut formuler à l'élève comment arriver à s'améliorer, quelle stratégie il doit déployer pour s'en aller dans la bonne direction. J'aimerais attirer votre attention sur ceci. La rétroaction, elle nous parvient à nous également. Et c'est notre rôle d'ajuster notre approche, notre rythme et nos outils. Il ne faut surtout pas l'oublier. Les outils numériques, je vous présente ici un dossier de Google pour maximiser la rétroaction. Il y a plein d'autres outils intéressants. Je voudrais juste pas passer sous l'esprit dynamique ou le growth mindset dont parle aussi Masson pour rendre efficace la rétroaction. Donc, un lien avec la rétroaction ici. Il faut qu'elle soit compatible avec le growth mindset pour optimiser l'effet. Alors, elle devrait être basée sur le processus et non la personne. Elle devrait représenter l'erreur comme une occasion de s'améliorer et non comme une limitation. Et il faut éviter à tout prix d'attribuer la réussite à un état ou une qualité de la personne. La réussite doit être attribuée à plusieurs éléments, non un seul. Donc, on ne peut pas dire que tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas mis les efforts. Parce qu'après ça, l'élève va mettre les efforts et il va dire « j'ai toujours pas réussi ». Donc, il faut que ce soit des éléments sur lesquels les élèves ont du contrôle, l'organisation, les processus, les efforts, l'analyse. Et il ne faudrait surtout pas croire qu'un esprit dynamique suffit pour apprendre. Wow, tout un sprint! J'espère que ce survol-là aura pu orienter certaines de vos pratiques, puis peut-être vous aura donné le goût d'en savoir plus, comme moi.